Après le grand 1 de ce chapitre qui était consacré aux fonctions de classe C1, on a commencé par définir les dérivées partielles d'une fonction de plusieurs variables, puis les fonctions de classe C1. Et bien on va parler de fonctions de classe C2. Et dans un petit temps, on va parler d'une définition de ce qu'on appelle les dérivées partielles d'ordre 2, la définition d'une fonction de classe C1, puis on verra le théorème de Schwartz. La définition, les dérivées partielles d'ordre 2 d'une fonction. Comme dans le grand 1, je prends f, une fonction définie sur oméga, un ouvert de r puissance p à valeur réelle. On dit que f admet des dérivées partielles d'ordre 2 en un point a de oméga, si f admet des dérivées partielles en a par rapport à chacune de ces variables, et pour tout j entre 1 et p, la fonction qui a x donne d rond jf en x, qui est donc la fonction dérivée partielle, qui est la même fonction qu'on avait vue pour le caractère C1, il fallait que ces fonctions soient continues, ben là j'impose que la fonction d rond j de f admette des dérivées partielles en a. Et dans ce cas, on note pour i entre 1 et p, la dérivée partielle seconde par rapport à ij de f en a, qu'on note aussi d2f sur d rond xi, d rond xj en a, qui est la dérivée par rapport à la im variable de la fonction dérivée par rapport à la jm variable de f en a. Alors, on remarque, on va se ramener à la définition du grand 1 d'une dérivée partielle. Une dérivée partielle, il y a deux façons de le voir, soit comme la limite d'un taux d'accroissement, c'est-à-dire que d2 ij de f en a, ce serait la limite du taux d'accroissement de djf entre les points où toutes les coordonnées sont fixées sauf la im qui varie entre ai plus t et ai, et on divise par t, on a la limite d'un taux d'accroissement, ou alors on l'écrit comme la dérivée d'une application partielle, qui est l'application qui ne fait varier qu'une seule variable, qui est en im position, et les autres étant fixés, donc djf en a1, ai-1, xi, ai plus 1 jusqu'à ap. Mais il faut faire attention que, comme ici pour la dérivée seconde, j'ai besoin de la dérivée partielle par rapport à la jm variable, déjà le calcul de djf se fait avec la limite d'un taux d'accroissement ou avec la dérivée d'une application partielle. Alors, exemple de fonctions qui admettent des dérivées partielles d'ordre 2, et on avait dit que si f était une application polynomiale, elle était continue et comme toutes les applications partielles étaient polynomiales, elles étaient dérivables, et donc comme les applications partielles sont dérivables, elles admettent des dérivées partielles d'ordre 1, sauf que les fonctions dérivées partielles sont encore polynomiales, donc elles admettent encore des dérivées partielles d'ordre 2. Donc toute fonction polynomiale admet des dérivées partielles d'ordre 2 en tout point. Donc, il se calcule très facilement. Hein. Si f c'est la fonction qui a xy donne 3x5y plus x2 plus xy plus 1, pour calculer les dérivées partielles d'ordre 2, je calcule déjà les dérivées partielles d'ordre 1. Donc la dérivée partielle par rapport à la première variable, c'est l'application qui a xy donne 15x4y plus 2x plus y. Et la dérivée partielle par rapport à la deuxième variable, ça me fait 3x5 plus x. Et ensuite, je peux calculer les dérivées partielles d'ordre 2. En dérivant cette expression-là par rapport à x, j'obtiens le 60x3 y plus 2, qui est donc la dérivée partielle par rapport deux fois à la première variable. Ensuite, la dérivée partielle par rapport à deux fois la deuxième variable, je dérive ça par rapport à y, ce qui me donne 0. Et je constate quelque chose, qui est que quand je dérive cette expression-là par rapport à y, ou quand je dérive celle-là par rapport à x, j'obtiens les deux dérivées partielles croisées qui valent toutes les deux 15x puissance 4 plus 1. Donc ça, c'est une remarque, c'est que les dérivées partielles croisées sont égales. Et on verra plus tard, dans le cadre du théorème de Schwartz, dans le cadre d'une fonction C2, que ce n'est pas un hasard et que ce sera toujours vrai que les dérivées partielles croisées seront égales quand la fonction admet des dérivées partielles d'ordre 2, mais en plus est de classe C2, ce qui est le cas pour une fonction polynomiale, on le verra un peu plus tard. Attention, un exemple tout de suite, c'est qu'on avait vu que l'existence des dérivées partielles en tout point n'impliquait pas la continuité. Eh bien, quand vous avez une fonction qui admet des dérivées partielles d'ordre 2 en tout point, ça n'assure non plus pas la continuité. Je donne un exemple, la fonction qui a xy donne x carré y carré sur x4 plus y4 si xy n'est pas le couple 0, 0 et 0 si xy c'est le couple 0, 0. On va voir que cette application possède des dérivées partielles d'ordre 2 en tout point, et pourtant elle n'est pas continue. Alors, cette fonction f elle est de classe C1 sur R2 privé de 0, 0 comme quotient de deux fonctions C1 dont le dénominateur ne s'annule pas puisque ce sont des fonctions polynomiales. Je peux calculer les dérivées partielles d'ordre 1. Je dérive par rapport à x la dérivée du numérateur 2xy carré fois x4 plus y4 moins la dérivée du dénominateur donc moins 4x3 fois x2 y2 sur x4 plus y4 au carré, ce qui me donne après simplification cette expression-là. Pour la dérivée partielle d'ordre 1 par rapport à y, je vois que x et y jouent exactement le même rôle dans f, donc j'obtiens exactement la même dérivée partielle par rapport à la deuxième variable, mais en échangeant les rôles de x et y, ce qui me donne que la dérivée partielle par rapport à la seconde variable de f en xy, c'est 2x carré y fois x4 moins y4 sur x4 plus y4 le tout au carré.
Et de même, alors je pourrais calculer les dérivées partielles d'ordre 2 par rapport 2 fois à la première variable, les dérivées partielles croisées et par rapport 2 fois à la deuxième variable, ailleurs qu'en 0, 0. Maintenant, on va s'interroger sur les dérivées partielles en 0, 0. Eh bien, je vais regarder les applications partielles. Et pour tout x dans R, f de x0, elle est constante égale à 0. Donc la dérivée partielle par rapport à la première variable de f en 0, 0 vaut 0. De même pour la dérivée partielle par rapport à la deuxième variable en 0, 0 qui vaut 0. Maintenant, je vais m'intéresser aux dérivées partielles d'ordre 2, j'ai oublié le petit 2, en 0, 0. Alors, bien, pour m'intéresser à la dérivée partielle d'ordre 2, deux fois par rapport à la première variable en 0, 0, je vais calculer d rond 1f en x0. Alors d rond 1f en 0, 0 vaut 0, et d rond 1f en x0 quand y est non nul, à cause du terme en y ici qui est en facteur, ça me fait 0. Donc l'application partielle qui a x donne d rond 1f en x0 est constante nulle. Et donc sa dérivée en 0 vaut 0, donc il y a bien une dérivée partielle d'ordre 2 par rapport à la première variable 2 fois en 0, 0 qui vaut 0. Ce que j'ai fait là est valable pour toutes les dérivées partielles d'ordre 2. Autrement dit, f admet des dérivées partielles d'ordre 2 en tout point de R2. Et pourtant, f n'est pas continu sur R2, et là on le voit quand on regarde la définition de f, ce x carré y carré sur x4 plus y4, on voit que si x est égal à y, ça va se simplifier et puis on va avoir un 1,5 qui va apparaître. Et bien une façon de faire avec la caractérisation séquentielle, c'est que je prends le couple 1 sur n qui tend vers le couple 0, 0 quand n tend vers l'infini, mais f de 1 sur n, par simplification ça fait 1,5 qui ne tend pas vers f de 0, 0. On a donc contredit la caractérisation séquentielle de la limite, et donc on a que f n'est pas continu en 0. Donc la bonne notion, comme dans le grand 1, on avait vu qu'admettre des dérivées partielles en tout point, ça ne suffisait pas à pouvoir faire tout un tas de calculs, bah là la même chose, admettre des dérivées partielles d'ordre 2 en tout point ne va pas suffire, il va falloir la notion de fonction de classe C2 pour pouvoir arriver à obtenir des résultats intéressants.